Arnaud Géant, BlackRock. Bonjour. Bonjour. On parle d'ETF, on parle de tracker, on parle de tout ce monde-là. Évidemment, BlackRock revient comme le spécialiste. Alors, c'est vrai que le marché des ETF, on le regarde de plus en plus parce que quand on veut s'exposer à la bourse, évidemment, on est en droit de penser que l'ETF, c'est un instrument rêvé pour ça. On a vu tout ça émerger juste après le Covid, donc en 2020-2021, jusqu'à pousser les encours à des records sur l'année dernière. Ce qui nous amène évidemment à savoir si on va encore battre des records l'année prochaine. Alors, déjà, peut-être faire un topo du marché sur 2025, parce que c'est vrai qu'il y a des chiffres d'accélération absolument spectaculaires. Vous nous en faites part régulièrement. Mais là, le bilan de l'année est quand même vraiment à marquer d'une pierre blanche. Tout à fait. Si je puis dire, en fait, c'est un très grand cru 2025 et un peu grâce à vous, parce que vous dites que les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux produits et c'est la matérialité en fait sur la croissance. Donc il y a quelques chiffres, mais qui parlent difficilement parce que c'est à l'échelle globale, on parle de 20 000 milliards qui a été franchi, donc c'est un très gros cap. Ah oui. Quand on regarde en Europe, on est sur des niveaux de 3 000 milliards. Donc on pensait en fait le marché relativement mature, un marché mature avec probablement un aplatissement des croissances. Et en fait, pas du tout. On est passé de 2,4 000 milliards à 3,1 000 milliards. Donc ça veut dire une croissance de 30%, ce qui est absolument spectaculaire. Dedans, il y a une collecte de quasiment 400 milliards de dollars. Et en fait, pour la mettre en perspective, c'est à peu près 50% de plus que ce qu'on a connu en 2024, qui était un record absolu. Ouais. Donc en fait, on a ce phénomène d'accélération sur un marché qui, du coup, en fait, n'est pas encore à son point de maturité ultime. Et en fait, comment est-ce qu'on l'explique sur 2025 ? En fait, la première véritable raison de ce mouvement, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent en épargne. L'épargne européenne, c'est 15 000 milliards. D'accord. Et cette épargne est de moins en moins bien rémunérée depuis qu'on a entamé cette baisse de taux. Et en fait, il n'y a pas d'alternative que l'investissement. Et ensuite, vient se coupler tous les attributs d'un ETF très transparent, flexible, avec la possibilité d'avoir à moindre frais et très accessible ces investissements. Mais c'est vraiment... Je dis trop rien parce que les chiffres sont quand même cataclysmiques. Hein. Moi, je vous écoute. Les chiffres, effectivement, révèlent la puissance de l'outil et l'intérêt qu'il porte. Après, quand on regarde, donc je parlais un peu de granularité, ce que permet l'ETF. Bien sûr. Quand on regarde les grandes tendances de 2025, tout n'a pas été acheté, même si en fait tout est en positif. Il y a eu quand même des zones avec un peu plus de tension et un peu plus d'attractivité. Et je suis ravi en fait de dire que la première zone attractive en 2025 en termes de flux, c'est l'Europe. Ouais. C'est l'Europe. 70 milliards de collecte donc à l'intérieur de cet univers de produits UCITS européens. Ouais. Dedans, il y a la thématique de la défense qui est apparue. C'est de l'ordre de 10 milliards venu un peu se rajouter. Mais effectivement, c'est cette irrigation de ce... je dirais que l'irrigation du mouvement en Allemagne de notion de réarmement et de relance économique liée à l'armement. De manière peut-être un petit peu plus générale au-delà de l'armement, c'est ça qui est intéressant. C'est tout le secteur de l'industrie qui a très bien fonctionné notamment. Le deuxième thème, c'est la tech, bien sûr. La tech qui aujourd'hui en Europe a du coup en termes d'actifs sous gestion dans cette catégorie est 2 fois supérieur au deuxième secteur qui est le secteur des financières. Et je reviendrai sur les secteurs des financières, notamment pour l'attrait de 2026. Et dernière tendance est sur les matières premières, et notamment l'or, et ça, vous en parlez tous les jours. Oui, je n'ai pas besoin de revenir nécessairement dessus, mais on a marqué en fait un record, on a égalé le record de 2020. D'accord. 2020 avec un contexte particulier, Covid, beaucoup d'incertitudes. Là, on a aussi des incertitudes, mais on a un marché action qui s'est quand même très, très bien comporté. Je serais tenté de vous dire, on peut éventuellement parier sur une année 2026 qui est spectaculaire aussi, parce que les incertitudes, non seulement elles n'ont pas cessé, en plus, elles sont encore plus fortes. Il y a une sorte de fear of missing out, le fameux FOMO dont on parle sur les marchés, qui fait que on a quand même des indices qui sont, on corrige un petit peu là ces derniers jours, mais pas très très loin de leur record historique absolu. Il y a toujours l'investissement dans l'intelligence artificielle qui a été un biais comportemental qui nous a caché le fait que le reste de la tech va très très bien, que l'ingénierie électrique ça va très très bien aussi. Bref, il y a encore des marges pour monter plus haut, si je comprends bien, cette année.
Tout à fait, et je vais reprendre en fait certains points. Donc déjà, en fait, le contexte est pro-risque. Tout simplement. C'est ça. Hein. Le contexte pro-risque, pourquoi? Et vous l'avez mentionné, c'est parce qu'il y a une sorte de contagion. En fait, les effets positifs, les gains de productivité, les fameux gains de productivité de l'intelligence artificielle, se sont pas manifestés sur les 3 dernières années, où il y a eu l'avènement de l'intelligence artificielle. Le focus a été sur les 7 magnifiques, sur l'infrastructure, le potentiel en devenir, mais il y avait une forme d'irrigation qui était en devenir. Là, en fait, on voit très bien sur la croissance des bénéfices qu'il y a un déplacement dans cette chaîne de valeur. 2023, c'était que les 7 magnifiques en termes de croissance des bénéfices. 2024, on a vu un écart se creuser. 2025, on a un écart qui est quasiment nul entre le reste du monde, du S&P 500 et les 7 magnifiques. Et en fait, maintenant, on a cette convergence. C'est ça. Ce qui fait qu'il y a certains thèmes qui seront très intéressants au sein même d'un moteur action de croissance qui est attendu effectivement en progression. On va retrouver les adopteurs de l'intelligence artificielle. Donc maintenant, il y a des indices qui ont été créés. Il y a aussi des gestions, disons, IA flexibles, actives, qui permettent de se repositionner sur ces chaînes de valeur. Donc on attend effectivement les softwares et les adopteurs en termes de comportement. Il faut bien alimenter ces data centers. On connaît en fait les dépenses engagées de tous ces méga caps. Eh bien, il va falloir les alimenter. Et donc, dans la chaîne de valeur, on va retrouver tout ce qui est énergie verte. Donc, les indices énergie verte qui devraient effectivement avoir... Le Clean Energy de BlackRock, si ce n'est pas le plus vieil instrument pour se positionner là-dessus. Enfin, j'en parlais déjà dans les années 2000 de ce truc-là. Effectivement, il y a un long track record. Et en fait, c'est un segment qui a un petit peu souffert aussi du contexte de taux. Donc, quand on avait cette remontée des taux, on sait que ce sont des entreprises qui ont besoin de beaucoup de financement encore pour effectivement déployer. Et là, en fait, maintenant, dans ce contexte où le refinancement est quand même moins cher, ils sont favorisés. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que finalement 2026, ça pourrait pas être une année de continuation de ces dynamiques? Mais justement, vous nous en parliez avec des instruments qui sont peut-être de plus en plus précis, de plus en plus edgés à l'intérieur, de plus en plus dirigés sur certaines problématiques beaucoup plus pointues qu'un marché qui a été alimenté par une tendance un petit peu de gros d'année en année, que ça s'affine d'année en année. En fait, la granularité des ETF augmente. Et on a eu en fait une dispersion qui est de plus en plus forte dans les marchés d'actions. On voit des secteurs qui ont effectivement des écarts qui sont plus marqués. Et même à l'intérieur des secteurs. Même à l'intérieur des secteurs, il y a des thématiques. On vient en fait affiner et donner plus de granularité. Je parlais très rapidement des financières qui sont encore attendues, effectivement, avec un contexte plutôt favorable, avec une pontification de la courbe. C'est-à-dire que les taux baissent à court terme, mais on ne voit pas de mouvement sur la partie long terme, ce qui permet en fait d'améliorer la profitabilité. Et l'or, on en parle encore régulièrement, mais qui en fait est un élément qui permet de diversifier, parce que usuellement, on avait cette poche actions et obligations qui permettait de jouer sur cette diversification. Et en fait, maintenant, on voit que cette corrélation, elle est beaucoup plus stable dans le temps. Elle est pas très stable. Et donc, de regarder les marchés alternatifs tels que l'or, c'est une bonne chose dans les portefeuilles. Arnaud Gian de BlackRock, merci infiniment pour ce point alors très complet. À retrouver en podcast, en replay. Là, vous avez les lignes directrices. Vraiment, c'est clair pour 2026. Et le mot-clé, ça va être la granularité. Là. Merci beaucoup.